La manière dont j'ai envisagé ce travail et cette entreprise, c'était pour que ce ne soit pas au centre de ma vie et avoir du temps pour faire d'autres activités. J'ai toujours été ultra passionné du pain. J'en ai pas fait mon métier tout de suite, ni mes orientations scolaires, ni professionnelles tout de suite. Oui, je te disais que j'ai ouvert à Nîmes parce que je suis nîmoise et moi j'avais envie de rester vers ici. Je voulais trouver un travail qui correspondait à mes valeurs. Le goût du sorbet. Des histoires inspirantes et gourmandes du sud de la France. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du château de Moncaut. Bienvenue dans cet épisode du goût du sorbet. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du somptueux château de Moncaut, un lieu assez dingue où vous pourrez trouver un restaurant gastronomique qui a décroché une étoile en 2024 et un bistrot qui n'a rien à envier à son grand frère. Son chef, Mathieu Hervé, nous a accordé une entrevue. Son parcours riche l'a mené dans de grandes tables étoilées, de New York, en passant par Monaco ou Bâle, jusqu'à cette nouvelle maison dans le Gard. Et au travers de cette interview, j'ai découvert un chef avec une vision de son métier profondément humaine. Nous avons évoqué ensemble l'importance du respect en cuisine, mais aussi en salle. Pour lui, une osmose au sein de l'équipe est indispensable. Sans elle, pas d'étoile, pas de distinction. Il nous rappelle que travailler seul est toujours possible, bien sûr, mais comme il le dit, on n'ira pas très loin. Nous avons également abordé la question de la pression en cuisine. Si elle est nécessaire pour avancer, Mathieu Hervé nous rappelle qu'elle ne doit jamais altérer nos relations avec les autres. Je vous laisse avec cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Mathieu Hervé, merci de m'accueillir au château de Moncaut, un très très bel établissement. Je viens de déjeuner à la table du bistrot. Il y a aussi une table gastronomique dans cet établissement. Votre parcours est jalonné d'expériences assez prestigieuses, on pourra en reparler, aussi de voyages. Qu'est-ce qui m'a donné envie Tout simplement, j'étais pas... Alors c'est pas que j'étais pas bon à l'école, mais disons que j'ai jamais voulu rester trop longtemps assis. Et en stage de troisième, classique comme tout le monde, tu dois faire un stage de découverte. Je l'ai fait dans un restaurant, dans le resto du village, hein, et j'ai été piqué, j'en suis pas sorti. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça la restauration, c'est un virus ? Quand tu commences à faire entre 70 et 80 heures par semaine, on peut appeler ça un virus, ouais, parce que en général, tu fais pas ça pour le plaisir. À 80 heures par semaine, il y a d'autres façons de se faire plaisir. Alors qu'est-ce qui donne envie de continuer ? Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a quelque chose qui fait que... comment sont passés les débuts ? Les débuts très durs, très rigoureux, j'ai envie de dire, hein, parce que à 16 ans, quand tu tombes dans ce système-là, c'est quand même assez intense, hein. Surtout qu'il y a 20 ans, c'était pas comme maintenant, hein, les chefs étaient un peu plus costauds, même s'il en reste encore un peu, mais voilà. Donc vraiment une grosse rigueur, c'était difficile, mais moi c'est ce qui m'a plu tout de suite, quoi, hein, la rigueur du travail, le fait bien sûr de travailler des jolis produits, etc. Et puis à la fin de rendre le client content, quoi. Donc. Travailler dans des établissements comme vous l'avez fait, qui sont on peut dire haut de gamme, ça permet de travailler des beaux produits, c'était une volonté ? Ça a été une volonté, oui. Après la restauration est question d'opportunité aussi, hein. Quand on se donne les moyens, c'est un métier où on est, je dirais pas repéré, parce que ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai qu'on est, comment dirais-je, dès que tu rentres un peu dans une gamme étoilée, on va dire. Le travail on en a, hein, ça c'est clair, hein. Celui qui trouve pas de travail, c'est qu'il a pas envie de bosser, mais du travail on en a, il y en a pour tout le monde, surtout maintenant, c'est assez simple maintenant de rentrer dans les 3 étoiles, chose qui n'était pas simple il y a 20 ans, hein, mais c'est vrai que maintenant avec le manque de personnel, etc., c'est quand même beaucoup plus simple. Mais après, d'y rentrer c'est une chose, après il faut tenir, hein, bien sûr. Elle se fait comme ça la sélection ?
Ouais, ça se fait comme ça. Après, c'est une question de caractère et d'envie, hein. Je veux dire, on n'est pas tous faits pour faire de la restauration étoilée. On n'est pas tous faits pour faire 80 heures par semaine. Le métier est suffisamment large pour satisfaire tout le monde. Ça peut aller de la cantine à cantine scolaire, à l'EHPAD, à je ne sais quoi, à un bistrot, joli bouchon lyonnais, et jusqu'au gastro, bien sûr. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà, après, the sky is the limit. Vous êtes originaire de Normandie. Oui. Ouais, qu'est-ce qui reste de ça dans la cuisine de Mathieu Hervé? Très simple, le beurre et la crème. Est-ce qu'il y a eu un souvenir d'un plat marquant qui vient de l'enfance ou qui vient justement de cette région de Normandie qui est toujours là dans la tête de Mathieu Hervé? Ouais, sans hésitation, la tarte tatin, c'est quelque chose que nous on avait le dimanche midi, ça sentait bon dans la maison. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement ici, surtout sur la partie bistrot. Et puis voilà, c'est un dessert que j'aime manger, donc quand on aime le manger, on aime le faire en général. New York, Montréal, Bâle, avant d'arriver ici, en Provence, comment ces expériences ont nourri votre approche de la cuisine aujourd'hui? Quand même, avant ça, j'étais déjà plus ou moins dans la Provence, parce que après mon apprentissage, je suis descendu à Cassis, à la Villa Madi. J'ai eu l'occasion de faire l'ouverture de ce magnifique établissement qui maintenant a 3 étoiles Michelin. Et ensuite le Negresco aussi à Nice pendant 5 ans, qui a été vraiment la maison. Alors c'est un palace, c'est énorme, mais c'est vraiment c'est quand même un palace à échelle humaine qui m'a tout appris, avec Jean-Denis Rieux-Blanc qui a été vraiment, on dit souvent dans ce métier on a un père spirituel, ou voilà, bon, lui a vraiment été là quand moi j'avais 20 ans, quand t'es jeune, un peu fougueux, qui a été capable de me canaliser et de tout simplement m'apprendre le métier, toutes les bases. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, question d'opportunité pour aller à l'étranger, et Montréal, et puis après de Montréal, je bossais pour Daniel Boulu, qui est un chef français reconnu en Amérique du Nord, dont son restaurant, sa maison mère est à New York, et après Montréal, il m'a transféré à New York, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et après toutes ces expériences, voilà, on avait un peu envie, et ma compagne et moi, de rentrer en Europe. Et après, Bâle, c'était sur notre chemin. Et voilà, restaurant 3 étoiles Michelin qui fait partie des meilleurs restaurants au monde maintenant, et numéro 1 du classement La Liste. Enfin, il a beaucoup de très très belles distinctions. C'était une très belle expérience, et voilà. Donc ça c'était en Suisse, et les propriétaires d'ici sont suisses, et voilà, le lien s'est fait comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, tout est question d'opportunisme, de rencontres, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à Sabran. Les rencontres dans la cuisine, c'est aussi important que le travail dans la cuisine? Ouais, c'est primordial, ouais. C'est primordial parce que comme je disais en début d'interview, tu passes, on va dire, allez, une semaine calme, c'est 70 heures, hein. Sur 5 jours, hein, donc ça peut certainement représenter quelque chose dans la tête des gens. Une semaine classique, c'est 35 heures, nous on en fait le double. Donc forcément, si tu les fais avec des gens à côté de toi qui sont imbouffables, entre guillemets, bon, ça marche pas, quoi. Donc t'es obligé de créer une osmose dans la cuisine avec ton équipe. C'est pour ça que maintenant les chefs doivent mettre aussi un peu d'eau dans leur vin, parce que voilà, il y a tout le côté relationnel qui est super important. Parce que tout seul tu peux être d'être un bon cuisinier, c'est facile. D'être un bon chef, c'est plus difficile. Voilà. C'est 2 métiers? Ah, clairement, ouais. Le métier de cuisinier maintenant, c'est il faut savoir faire un peu de social de temps en temps, hein. Ouais, c'est le métier de cuisinier comprend plusieurs métiers maintenant, hein. Ça c'est clair. Après, voilà, c'est grâce à toute cette osmose qu'on arrive à mettre aussi, on arrive à certaines distinctions comme l'étoile Michelin qu'on a eue cette année, qui est une récompense magnifique, aussi bien pour moi, mais vraiment pour tout le monde. C'est vrai que mon passage à New York a été quand même intéressant, parce que on était 45 cuisiniers, 37 nationalités.
je parlais pas un mot d'anglais, j'ai été bazardé là-dedans sous-chef. Voilà. 37 nationalités sur 45 cuisiniers, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine quand il y a 37 nationalités? J'imagine ça crée des choses... Ouais. Déjà, les 3 premiers mois, on apprend à parler anglais, déjà, parce que sinon c'est compliqué. Et après, tu prends les richesses de tout le monde, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré bosser avec les Asiatiques, bien sûr. C'est une culture exceptionnelle. C'est quelque chose que j'amène un peu aussi dans ma cuisine à l'heure actuelle, parce que ils ont une rigueur qui est, bon voilà, ça c'est plus à démontrer, hein, mais ils ont vraiment une rigueur qui est exceptionnelle. Ils ont des produits exceptionnels aussi, qui nous permettent maintenant de twister vraiment bien avec le classicisme français et qui rend des fois certains plats super. Non, oui, c'est clair. Ici, moi, je suis arrivé en 2018, c'est ma première place de chef ici. Hein. C'est la première, donc clairement au début tu fais pas ta cuisine, hein, ça c'est clair, il faut être honnête, tu essayes, mais voilà, tu prends plus les inspirations que tu as eues à droite à gauche, tu refais des choses que tu as déjà vues, parce que on rentre ici aussi dans une dynamique. Alors on n'est pas à New York ou à Montréal, voilà, on est à Sabran, mais on reste quand même un hôtel avec 30 chambres. Alors c'est pas gros, c'est pas petit, mais bon, 30 chambres ça fait déjà 60 personnes, hein, quand c'est complet. Il faut pouvoir le faire. On a 2 restaurants à faire tourner. Bien sûr, quand on dit hôtel, c'est room service, etc. Et tout ça, nous ici, c'est comme on dit, c'est comme je disais avant, c'est une petite maison. Donc, j'ai une seule et même équipe en cuisine et en salle. Bien sûr, certaines personnes sont dispatchées un peu à droite à gauche, mais il faut créer une unité, et c'est pour ça que ça fait énormément de travail, parce que voilà, on s'occupe de plein de choses en même temps. Et bon, bien sûr, la cuisine vient aussi un peu avec le temps. Les retours clients, quand on fait des essais, on a la chance d'avoir une clientèle magnifique ici. Des gens qui sont connaisseurs, avec un certain pouvoir d'achat, mais qui sont respectueux. Ça, c'est important. Parce que j'ai eu côtoyé, alors pas ici bien sûr, mais j'ai eu côtoyé déjà une clientèle qui, parce qu'ils payent X, se permettent presque de claquer les doigts pour appeler le serveur. Voilà, ça ici, ça marche pas. Et si ça vient à arriver, on lui indiquera la porte de sortie à ce cher client, parce que bon, le client est roi jusqu'à un certain point, hein, bien sûr. Hein, il faut que tout le monde soit dans le respect, aussi bien les équipes et nous, comme je disais tout à l'heure, on travaille énormément pour avoir justement ce retour client qui pour nous est très important. Je reviens sur ce sujet-là des clients. Moi, je sais pas si c'est nouveau comme questionnement, mais c'est vrai que je le vois sur les réseaux sociaux maintenant, des gens travaillant dans la restauration dire que tout n'est pas acceptable de la part du client. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est nouveau de la part, dans la bouche des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et ça amène un sujet qui est plus large, qui est celle du respect. On en parlait, enfin, vous en avez parlé tout à l'heure en parlant de la brigade et de l'univers de la cuisine qui est en train de changer. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est important pour vous ? Je pense que c'est important pour tout le monde. Hein. Notre métier a complètement changé, hein, en 20 ans. Et bon, moi, je veux pas parler comme un vieux chef, parce que j'ai que 38 ans et que ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Mais bon, ça fait quand même 20 ans. Sur 38 ans de vie, c'est quand même beaucoup, c'est plus que la moitié. Puis bon, j'ai un peu eu l'occasion de voyager à droite à gauche, donc voilà, je ramène aussi un petit peu d'expérience ici. Mais c'est vrai que maintenant, c'est important pour tout le monde, et beaucoup de chefs, quasiment tous les chefs d'ailleurs maintenant, en prennent conscience, parce que le Covid a fait beaucoup de mal à notre profession. Avant ça, je disais, comme tout à l'heure, il y a 20, 25 ans, 30 ans, des chefs qui étaient vraiment des bourrus en cuisine, parce qu'il y avait une telle pression. Voilà, ils avaient certainement leur... voilà. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'étais un peu chaud aussi, hein, parce que je venais un peu de cet environnement-là. Et après, tu comprends les choses et tu changes ta manière d'être. Après, c'est peut-être une question générationnelle aussi. Mais le respect, le respect est tellement important, parce que, comme je disais, moi, je peux travailler tout seul. Hein. Je peux faire 90 heures par semaine, bosser comme un fou, pas de problème. Mais en faisant ça, tu vas pas loin, quoi. Hein. Il vaut mieux en faire 70, être un peu moins idiot dans sa tête, et puis trimballer des gens avec toi qui te sont fidèles. Parce que voilà, cette génération de chefs bien avant a fait du mal déjà à la profession, à tous les jeunes qui ont pris un coup sur la casquette.
Le Covid, on n'en parle pas parce que les gens se sont rendus compte que c'était bien d'être à la maison le soir. Hein, et bon, après, voilà, c'est des choses que je peux comprendre. Hein, il faut être. Voilà, moi le premier, hein, j'ai vu mon fils marcher. Enfin, voilà, pour moi, le Covid est arrivé au bon moment, même si au bout de 2 semaines, j'étais imbouffable à la maison. Mais voilà, disons qu'après tout ça, on a subi, bien sûr, plus de personnel parce que les gens se sont rendus compte que le soir, c'était bien d'être à la maison, comme je disais. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on a quasiment perdu une génération, quoi. Il y a quasiment une génération de cuisiniers qui a disparu, quoi. Donc là maintenant tout le monde en paye les pots cassés. Je pense que vous pouvez interviewer quasiment tous les chefs. Tout le monde recherche du personnel. Voilà, tout le monde. Mais voilà, non, le respect doit être mis en plein milieu au centre de la table. C'est très important. Moi, ça m'arrive des fois en cuisine d'avoir un peu un petit coup de sang entre guillemets parce qu'il y a la pression, il y a le machin et que voilà, le jeune, le pauvre, il te ramène 1 fois, 2 fois, 3 fois le truc, un truc comme toi tu le veux pas. Bon voilà, mais ce qui est important, c'est à la fin du service, aller l'attraper. On vient, on va boire une bière et tu lui expliques pourquoi. Tu expliques pourquoi il a mal fait, pourquoi tu l'as un peu engueulé pendant le service. Voilà. De faire une erreur, c'est pas grave. C'est la façon dont on va la rattraper, quoi. Et c'est la même chose avec un client. Hein. On est humain. Hein. Ici, on est loin d'être les meilleurs. Ça nous arrive de faire des erreurs avec des clients. Le plus important, c'est la façon dont tu réagis, quoi. Voilà. Parce que, comme je disais, il faut pas laisser partir un client mécontent. Et voilà. Et alors, comment on gère aujourd'hui la pression puisqu'on ne la gère plus de la même manière ? Voilà, on essaye de pas mettre trop de stress au milieu de la cuisine pour éviter les erreurs, hein, parce que c'est souvent dans le stress que tu fais un peu des boulettes. Je veux dire, il faut un peu de pression quand même. Et puis nous, nous on aime ça aussi, hein, c'est ce qui nous fait. Je veux dire, quand tes restaurants sont pleins, tu sais que s'il y a un caillou dans l'engrenage, t'es foutu. Mais voilà, on aime jouer un peu avec cette limite-là. Faut-il encore avoir trouvé la limite ? Voilà, parce que si tu tombes de l'autre côté, t'es foutu. Hein. Faut se la mettre, mais il faut relativiser. On fait que de la cuisine. Hein, on n'est pas en train on sauve pas des vies. Il y a des métiers où il y a des métiers qui ont beaucoup plus de mérite que celui de cuisinier. Je pense qu'il y a une question dont tout le monde se pose un peu cette question au sujet des restaurants étoilés. C'est tout ce qui s'est passé avant l'étoile. Tout le travail, comment on s'organise, comment on se prépare, qu'est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on a un planning en se disant un peu comme les JO, voilà, là c'est les JO, il faut qu'on ait l'étoile, comment on fait ? Malheureusement, si seulement il y avait un secret, je crois qu'il y aurait beaucoup de chefs qui seraient étoilés. Nous, ok, bon, moi j'ai toujours bossé là-dedans, hein, toujours bossé dans le système étoilé, donc bien sûr à un moment donné, il y a des automatismes qui se créent, etc. Et puis tout à l'heure, on parlait d'une rigueur de travail, ça c'est primordial, hein, on ne peut pas faire... voilà. Et après, non, il n'y a pas de règles. Hein, parce que, comme je disais, si jamais il y avait eu des règles, ça se saurait. Mais après, il y a des choses qu'il faut pas négliger. Hein. Le produit, bien sûr, l'assaisonnement, la cuisson, ça, c'est des critères qui sont très importants. Voilà, moi, il n'y a pas une assiette qui sort sans que je la voie, sans que j'ai goûté. Avant le service, on goûte tout. J'ai la chance d'avoir des jeunes avec moi qui me suivent depuis 2-3 ans maintenant, donc ils savent comment je travaille. J'ai même pas besoin de finir mes phrases maintenant, ça c'est bien. Pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir une rigueur de travail. Moi, j'ai fait limiter la salle à 8 tables. Donc si on avait 8 tables de 2, c'était 16 couverts, terminé, voilà, pas plus. J'ai la chance aussi, et ça il faut le souligner, de ne pas avoir la pression de mon directeur, de mon patron, qui sont au courant qu'en faisant 16 couverts, je vais pas leur faire gagner des millions, hein, ça c'est clair et net. On va plus même peut-être en perdre de l'argent. Mais voilà, l'objectif était là. C'est l'avantage aussi d'avoir 2 restaurants, hein, c'est d'avoir un peu plus de rentabilité entre guillemets sur le bistrot et axer vraiment sur la qualité, quoi, hein. Moi j'avais décidé de mettre en place un menu unique aussi, à l'aveugle,
chose que je continue aussi, hein, c'est-à-dire que le client ne sait pas ce qu'il mange. Donc avant que j'ai Étoile, c'était un peu compliqué dans la tête des gens, du moins pour notre clientèle. Hein. Pour moi, quand tu viens au restaurant, c'est que tu viens pas au restaurant pour manger, quoi. Je veux dire, tu veux manger, tu restes à la maison, quoi. Si tu viens au restaurant, c'est pour voilà, tu veux vivre quelque chose, tu veux te faire servir, tu veux boire un bon vin et tu veux goûter des choses que tu ne vas pas faire à la maison. Sinon, aucun intérêt de venir dépenser un menu à 100 €. Voilà. Mais par exemple, une de mes entrées signature, c'est un pigeon avec du foie gras et de la truffe, mais servi froid. Donc en général, le pigeon, on le voit souvent chaud, mais moi je le sers froid. Les gens, à la fin du repas, me disent, mais si j'avais vu ça sur la carte, jamais de la vie je l'aurais pris, quoi. Mais finalement, c'était super et les gens se régalent, quoi. Voilà. En fait, le fait d'avoir un menu qui ne soit pas dévoilé, ça permet d'emmener les gens sur votre terrain. Exactement. Parce que c'est pas eux qui vont choisir le chemin. Ouais, c'est exactement ça et c'est vraiment le but recherché. Je suis très, très, très à cheval avec mes équipes en salle pour noter ce que chaque client mange à chaque fois qu'il vient. Donc je sais si vous venez manger demain et vous revenez dans 1 an et demi, je sais ce que vous aurez mangé demain, quoi. Ça, pour nous, c'est très important pour surtout ne pas refaire la même chose. Parce qu'un menu à l'aveugle, c'est bien, mais si le client vient tous les mois et qu'il mange tous les mois la même chose, à un moment donné, il va se dire, bon, je vais voir le voisin, quoi. On s'est pas levé le matin en se disant, bon, allez, on va avoir une étoile, quoi. On a beaucoup bossé pour ça, mais pour nous, le bistrot est vraiment super important parce que la qualité des produits est la même, hein, c'est les mêmes produits, hein, sauf qu'ils sont travaillés évidemment un peu différemment. Et si un jour on a la possibilité de passer la deuxième, on le fera. Et nous, on l'a vu cette année, hein, parce que le gastro, bien sûr, était complet tous les jours. Cette année, avec l'étoile, ça a vraiment mis un sacré coup de boost. Et pour nous, c'est que peu importe où tu ailles, si tu viens l'après-midi manger une planche de charcuterie en terrasse avec une bière ou avec un verre de vin, voilà, il faut que la charcuterie soit de qualité, bien fait, bien dressé, machin. Si tu viens le midi, voilà, si tu vas manger un panier à la piscine, il faut qu'il soit bon. Enfin, voilà. Et voilà, on essaye de faire ça au mieux. Bien sûr, on fait des fautes comme tout le monde. On n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on se moque pas du client. Ça, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est ça. Et c'est pas difficile de faire tout en même temps parce que j'ai presque l'impression qu'on parle de plusieurs entreprises qui se ressemblent mais qui sont quand même plusieurs choses l'une à côté des autres. C'est pas difficile de tout mener de front. Si, évidemment, c'est très très difficile, étant donné qu'on a une seule et même cuisine en plus, hein, une seule et même cuisine, une seule et même équipe. Personnel en salle qui est bon, vraiment ici on a la chance d'avoir vraiment un noyau dur qui est top et vraiment au service du client. Ouais, c'est l'organisation, c'est voilà, bien planifier, que ce soit aussi bien les plannings, avoir des gens, encore une fois, hein, mais avoir des jeunes qui soient souples sur les horaires, quoi. C'est-à-dire que voilà, si tu lui fais un planning à 15h et que tu lui dis écoute, bon, à midi on a du monde, tu peux venir à midi, mais tu lui dis ça la veille à minuit, le gamin te dit oui tout de suite, quoi. Hein, voilà. Mais si t'es un idiot avec lui, il va te dire non, quoi. Voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ici, on est obligé de jouer avec ça parce que malgré qu'on soit ouvert à l'année, on reste quand même entre guillemets un établissement saisonnier parce que le plus gros de la saison, c'est juin, juillet, août, septembre. Et bah bien sûr là il nous faut beaucoup plus de personnel, donc voilà, il faut embaucher vraiment à ce moment-là, mais bon, tout le reste de l'année on a quand même une structure. Un plat dont vous auriez envie de parler sur cette émission? Bah, si on est sur le bistrot, je dirais le pâté en croûte. C'est quelque chose c'est quelque chose qui maintenant, c'est revenu un peu à la mode, hein, avec le championnat du monde, etc. C'est vrai qu'on en fait beaucoup de bruit maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le temps ici. Après, j'aime beaucoup faire tout ce qui est un peu aussi la cuisine un peu réconfortante, hein, voilà, des pitillés, des belles tourtes, des choses comme ça. C'est voilà. Et après, il n'y a pas vraiment de... Vous savez, le fait d'avoir ce menu à l'aveugle, ça nous permet vraiment de changer quand on veut, quoi. En fait, ça simplifie rien du tout parce que justement, on se creuse encore plus la tête pour changer tout à chaque fois, tout au fur et à mesure. On a 2-3 options à chaque fois. Et j'ai quand même une dernière question. Dans tout ça, dans tout ce travail, est-ce qu'il y a un équilibre vie perso qui est
qui est trouvable. J'ai la chance que pour l'instant, ça n'ait pas fait trop de dégâts, mon métier. J'ai pas trop de dommages collatéraux. Je suis avec ma femme depuis 14 ans. Elle me suit, elle me porte. C'est évidemment très difficile. Mais voilà, il faut l'hiver, bien sûr, je prends beaucoup plus de temps. Parce qu'on a plus de temps. Mais ce qui est important, c'est que le peu de fois où on a une porte pour s'échapper 15, 20, 30 minutes, et ben on le fait, on va faire un bisou et on revient, et voilà. La maison en demande aussi, bien sûr, parce que voilà, il faut être aussi présent à la maison, c'est évidemment obligatoire. Et voilà, il faut trouver un équilibre dans tout ça, et à l'heure actuelle je l'ai trouvé, pourvu que ça dure. Merci d'avoir écouté cet épisode du Goût du Sorbet. J'espère que cette conversation avec le chef Mathieu Hervé vous a autant inspiré que moi. Son regard humain sur la cuisine, son respect des équipes et cette générosité qu'il insuffle dans chacun de ses plats sont des valeurs qui résonnent au-delà des cuisines du château de Monco. Un immense merci à Mathieu Hervé pour sa disponibilité et son authenticité. Merci également aux équipes du château de Monco pour leur accueil chaleureux et leur soutien dans la réalisation de cette émission. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et bien sûr, on se retrouve sur Instagram, sur le compte du Goût du Sorbet pour encore plus de découvertes gourmandes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Toujours aussi savoureux. D'ici là, prenez bien soin de vous et bien sûr, régalez-vous.